Donc pour terminer, je voulais vous montrer des applications. Je vous ai promis des applications, vous devez brûler d'impatience. Et vous allez voir que j'en ai pris un petit échantillon. Si vous voulez, je peux vous donner un livre où il y en a un livre de 300 pages, où il y a des applications sur 300 pages. Évidemment, vous pouvez vous douter qu'il y a des cas où ça ne marchera jamais un modèle pareil, puisque vous avez vu que c'est un peu caricatural. Il se trouve que pour un certain nombre de choses, ça marche assez bien, ce qui est assez étrange. Et donc, en première approximation, c'est vraiment utiliser ce modèle. Hein. Alors, voilà quelques exemples. Alors là, je commence par un exemple. Vous voyez, vous pouvez avoir un nombre aussi grand que vous voulez de descendants. Là, vous voyez, le cas peut être aussi grand que je veux. Et c'est ce qu'on appelle la loi géométrique. Donc c'est la loi où vous faites une tentative, vous avez un succès avec probabilité P, et quand vous échouez, ça a lieu avec probabilité Q. Donc ça, c'est la probabilité qu'après K et C, vous ayez un échec. Alors ça, c'est la version probabiliste très austère. On peut avoir une interprétation biologique très naïve, qui est la suivante. Imaginez que vous ayez un poisson femelle, qui chaque saison, donc pour passer de temps de T à T plus 1, c'est une saison de ponte, elle pond un œuf l'un après l'autre, et dès qu'elle n'arrive pas à en pondre un, elle s'arrête de pondre pour toute la saison. Ben, la probabilité, ça sera exactement ça. P, ça sera la probabilité de réussir à pondre un œuf, elle en fait K, et dès que, avec probabilité Q, elle échoue, elle obtient le nombre de descendants pour la génération en question, et c'est fini. D'accord ? Vous pouvez vérifier que la moyenne, c'est P sur Q, donc avec ça, on peut tout calculer. Donc ça, c'est une loi qui est utilisée dans certains contextes. Alors, en 1931, il y a un certain Lotka, je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà, si vous avez fait de l'écologie sans doute, a proposé une loi de reproduction pour les hommes blancs aux USA. Alors voilà, c'est les hommes blancs, c'est comme ça. Ça, on pourrait aussi discuter de la raison. Et il a proposé, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est une loi géométrique qu'il a bidouillé un peu. Et il a utilisé des données réelles, je ne vous ai pas donné les chiffres exacts, mais avec des tables démographiques, il a calculé les valeurs de ces paramètres. Et donc il a pu correctement prévoir ce qui allait se passer pour les générations futures pendant un certain temps, grâce à cette loi. Cette loi fonctionne pour ce problème. Il avait des données de 1920, il a déduit ces paramètres, il les a mis dedans, il a vu que ça reproduisait les données. Parce qu'a priori, ça c'est un problème de statistique. Vous avez une population, vous allez choisir comment les PK. Donc là, lui, à ma connaissance, c'est la première tentative qu'il y a eu sérieuse. Et l'autre cas, c'était vraiment un statisticien, entre autres. Enfin, c'était quelqu'un qui avait un profil complexe, mais officiellement, il était statisticien. Et d'ailleurs, c'est après avoir lu l'article de Stephenson. C'est un des rares qu'il a lu, apparemment. Donc il a appliqué cet article. Alors, revenons aux gènes mutants. Tout à l'heure, je vous ai parlé du problème de Haldane et Fischer. C'était quelle est la probabilité qu'un gène mutant s'installe ou disparaisse dans la descendance d'une plante, par exemple. Et bien, ce que les gens utilisent, c'est la loi de Poisson. Alors, la loi de Poisson, c'est cette loi. Alors, oubliez pour l'instant ce truc-là. C'est m puissance k divisé par k factoriel. Et il se trouve que ce facteur c'est très facile à vérifier que si vous oubliez ça, pour que la somme de ces choses-là fasse 1, il faut précisément diviser par exponentielle de m. C'est juste la normalisation. C'est la définition de l'exponentielle de m. Hein. Et je vous laisse calculer, c'est très facile, c'est un calcul d'une ligne. Vous pouvez calculer la fonction phi là, pas de problème, c'est tout simplement exponentielle de s-1, m fois s-1. Et m c'est exactement la moyenne de descendants par génération et par individu. Alors, l'exemple qu'avait pris vraiment Fischer, ça c'est véridique, il avait pris une plante qui donne en moyenne n graines qui atteignent l'âge de reproduction, qui vont elles-mêmes après se démultiplier. Et donc, dans le jargon des biologistes, imaginez donc que vous ayez un gène dans une plante qui soit un gène mutant. Si m égale 1, on dit que le gène n'a pas d'avantage sélectif. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous comprenez bien que c'est un cas où, a priori, il n'est pas censé beaucoup se développer. Et si vous appliquez la théorie d'avant, on sait que quand m égale 1, il y a probabilité égale à 1 d'extinction. Le gène mutant il va disparaître un jour ou l'autre. D'accord ? C'est ce qu'on a démontré. Mais la question c'est, tiens, si je prends, on est dans la vraie vie, hein, donc on ne va pas attendre jusqu'à la fin des temps, si je calcule S100, c'est-à-dire la probabilité que le gène mutant ait disparu au bout de 100 générations. Alors c'est assez fastidieux, mais vous pouvez le calculer. Hein. Vous trouvez S100 à peu près 0,98. Donc ça veut dire, si vous prenez le complémentaire, ça veut dire qu'il y a 2% de chance qu'après 100 générations, il
il y a encore le gène mutant. Vous savez qu'il va disparaître, mais vous voyez que quand même, au bout de 100 générations, il est toujours là avec une petite fraction. Et donc, bien sûr, d'ailleurs, se posent les questions de maths que vous imaginez, c'est est-ce qu'on peut vraiment quantifier tout ça, à quelle vitesse on a extinction, etc. La réponse est oui, on peut tout faire dans ce problème, mais là, je vous montre juste un exemple concret. Donc, en fait, on s'attend à ce que, bien qu'il y ait extinction, l'échelle sur laquelle ça a lieu, elle peut être monstrueuse, quoi. D'accord ? Donc, ça a une importance pratique aussi. Et le dernier exemple que je voulais prendre, c'est les baleines noires en Atlantique du Nord. Et ça, c'est un exemple. Alors, je l'ai simplifié un peu, mais pas beaucoup. C'est un exemple qui a vraiment été traité avec des vraies données, etc. Donc, ça a été. C'est inutile de vous dire que c'est pas facile. Donc, il y a eu des observations pour essayer de produire un modèle pour la loi de reproduction des baleines femelles. On s'intéresse aux baleines femelles. Donc, évidemment, vous vous en doutez, on prend comme unité de temps un an, donc de t à t plus 1 espace un an. Et voilà le modèle que les gens proposaient. Donc une baleine, en général, ça a un baleineau par an, ni plus ni moins. On va supposer la chose suivante, donc avec probabilité P, il n'y a pas de descendant, parce que la baleine meurt. Donc la baleine, elle meurt. Et on va supposer que dans une première approximation, on va s'intéresser au cas où la baleine survit et elle a elle a survie et elle a un baleineau, d'accord ? Donc P0, c'est la probabilité, P, c'est que la mort ait lieu pendant l'année. P1, la probabilité qui est un baleineau, c'est que la baleine ne soit pas morte, puisque c'est 1 moins P, fois 1 moins Q, qui est la probabilité d'avoir... non, excusez-moi. P1, donc, c'est que la baleine qui est pas morte, elle n'a pas donné de baleineau, elle a donné un baleineau femelle, pardon, elle a donné un baleineau mâle. D'accord ? Donc ça, c'est exactement 1 moins P, la probabilité qu'elle ne soit pas morte, et 1 moins Q, la probabilité d'avoir un baleineau mâle. Et pour qu'il y ait 2 baleines à la génération d'après, c'est que la baleine a survécu, donc ça, c'est avec probabilité 1 moins P, fois Q, qui est la probabilité qu'elle a eu un baleineau femelle. C'est pas facile à raconter, mais c'est pas très compliqué en fait. Et les données statistiques sont les suivantes. Donc il y a des gens qui ont observé dans l'Atlantique Nord, 150 baleines femelles en 1994. Ils ont trouvé ces chiffres-là, estimés. Et donc vous calculez M. M, vous prenez P1 plus 2P2. Vous vous souvenez, la formule, c'est la somme des KPK. Vous trouvez ce nombre, alors croyez-moi, vous trouvez un nombre presque égal à 1, mais il est plus petit que 1, strictement. Donc les baleines, elles vont s'éteindre, si rien ne change. On suppose que tout reste égal par ailleurs. Alors vous pouvez vous poser des tas de questions, mais je prends juste un exemple. Quelle est la probabilité que, avec 99% de chance, donc, les baleines survivent jusqu'en 2044 ? J'ai mal dit ma phrase. Vous pouvez calculer, par exemple, la probabilité qu'avec 99% de chance, les baleines survivront jusqu'en 2144. Alors là, évidemment, je ne vous montre pas le calcul, mais en fait, tout se calcule un peu. C'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut le développer. Donc ça, c'est un exemple, et il y en a plein d'autres, hein, j'aurais pu en prendre. Il y en a en génétique, il y en a... donc s'il y a des questions après, je peux vous en donner d'autres. Et pour terminer mon exposé, je voudrais donc mentionner, comme j'ai un peu dit, que ce modèle est évidemment extrêmement simplifié, vous êtes d'accord, hein ? Vous n'imaginez pas qu'on puisse modéliser, surtout quand m est plus grand que 1, une population réelle, parce qu'on a vu qu'elle pouvait exploser avec une certaine probabilité, ce qu'on n'observe jamais dans la nature, hein, vous avez remarqué. Hein. Heureusement, on ne se retrouve pas envahi avec, je sais pas, 10 milliards de fourmis ou je ne sais quoi. Enfin si, il doit y avoir largement 10 milliards. J'ai un mauvais exemple. 1000 milliards de fourmis. Et donc, vous pouvez vous dire, mais est-ce qu'on peut modifier ce genre de modèle pour prendre en compte le fait qu'au bout d'un moment, la Terre est finie, quoi. Les ressources sont finies. D'accord ? La réponse est oui, et il y a plein de manières de le faire, mais la manière la plus évidente, imaginez que vous ayez l'exemple encore où j'ai 0 ou 2 descendants. Imaginez que maintenant, ma loi de reproduction, au lieu d'être... vous voyez, elle ne dépend pas du temps, elle ne dépend de rien. À chaque génération, j'applique la même loi. Imaginez maintenant que je la fasse dépendre du nombre d'individus. Donc imaginez que, par exemple, quand le nombre d'individus devient très grand, ma probabilité, elle tend vers 0 d'avoir 2 descendants, par exemple. Tout simplement pour refléter le fait qu'il y a une compétition féroce entre les gens. Du coup, quand on est trop nombreux, la probabilité de dédoubler, elle diminue. Et on peut la faire diminuer à la vitesse qu'on veut, selon ce qu'on veut modéliser. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Donc, le modèle devient beaucoup plus compliqué mathématiquement. Et on peut montrer que dans ce genre de modèle, il y a toujours
extinction avec probabilité 1. Mais ça dépend de la vitesse à laquelle ça a lieu est le point crucial. Parce que si ça a lieu au bout de 2 générations ou 1000 milliards de générations, c'est pas la même chose, hein, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez aussi vous dire, mais pourquoi cette loi de reproduction ne dépendrait-elle pas de l'environnement aussi? Imaginez que chaque année, la saison va changer, ça va influencer par exemple la reproduction des graines d'une plante. Mais vous pouvez très bien comprendre qu'on va modéliser avec des quantités aléatoires les oscillations du temps. On ne sait pas l'année prochaine s'il va faire sec ou humide, par exemple. On le sait qu'une certaine probabilité. Et vous voyez très bien que maintenant, si j'ai un cas comme ça où je tire au sort mes environnements, donc mettons la météo chaque année, qui influence la qualité de reproduction, vous pouvez très bien comprendre maintenant la moyenne elle-même, petit m, va devenir elle-même aléatoire. Donc chaque année, elle va dépendre du temps qu'il fait, et c'est quelque chose d'aléatoire. Donc si vous recommencez à tirer un arbre, vous allez avoir une suite de moyennes au cours des années qui va être différente. Donc la situation se corse. Autre exemple, on a supposé que tous les individus étaient identiques. On dit que c'est un type. D'accord ? Imaginez maintenant que j'ai envie de distinguer des génotypes différents de ma population. Je décide que j'ai 2 génotypes. Il y a un génotype 1 qui peut donner qu'un génotype 1, et un génotype 2 qui peut donner 1 ou 2 comme génotype, etc., etc. Et je peux combiner tout ça ensemble. Je peux rajouter de l'immigration aussi. Parce que là, j'ai supposé qu'il y avait personne qui arrivait. Et donc, il faut que vous sachiez que si vous mettez l'environnement aléatoire et, par exemple, multitype, à l'heure actuelle, il y a les critères d'extinction, de savoir à quelle probabilité vous atteignez, c'est pas connu. C'est un problème ouvert. Il y a des bornes, on sait que c'est plus grand que ceci ou que cela, mais on ne sait pas exactement le caractériser comme dans ce cas-là, avec une solution extrêmement élégante. Et donc, il y a des gens, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus, et donc c'est des modèles extrêmement riches, en fait.